Bonjour les élèves, voici la troisième vidéo d'histoire consacrée à la période allant du IVe siècle au Xe siècle. Nous allons parler des migrations barbares qui vont amener à la chute de l'Empire romain en 476, ainsi qu'à deux dynasties, les Mérovingiens et les Carolingiens. Donc, pour comprendre les héritages que nous avons de cette période, nous devons étudier les migrations barbares du IVe et du Ve siècle qui ont amené la chute de l'Empire romain. Souvenons-nous de ce que nous avons appris dans les dernières séances. Nous avons appris donc que la Gaule a été romanisée. Nous avons appris aussi que l'Empire romain va passer d'une religion polythéiste avec plusieurs dieux à une religion monothéiste avec un seul dieu, donc le christianisme, qui deviendra la religion officielle en 380 sous Théodose. À partir de ce moment-là, l'Empire commence à se scinder. Il va être aussi de plus en plus difficile à gérer l'Empire puisqu'il va encore s'agrandir et donc il devient incontrôlable et de grosses tensions internes vont intervenir. Des problèmes externes vont être aussi liés à l'emplacement en fait des territoires des peuples barbares qui se situent plus ou moins ici à l'est de l'Europe. Pourquoi on les appelait barbares? Pas parce qu'ils étaient féroces, mais parce que barbare veut dire étranger. Donc en fait un barbare c'était quelqu'un qui était étranger à l'Empire romain, qui n'était pas citoyen romain. Les barbares avaient donc des territoires qui se trouvaient juste ici, et ils vivaient de manière assez pacifique jusqu'à l'arrivée, pour une raison encore plus ou moins inconnue, des Huns. Les Huns vont arriver d'Asie, comme on va le voir avec la flèche rouge, et ils vont arriver de manière très violente, et ils vont être très cruels, il va y avoir beaucoup de morts, et ils vont arriver sur le territoire des peuples barbares. À partir de ce moment-là, pour fuir cette férocité, pour fuir cette violence, les peuples barbares vont migrer. On voit d'abord en violet la migration des Visigoths, qui vont aller vers Byzance, la Grèce, pour ensuite aller jusqu'en Italie, où ils vont saccager Rome en 450, et ils vont finir sur le territoire qui sera plus tard l'Espagne. Simultanément, les autres peuples vont aussi migrer. On va suivre envers les Vandales, qui vont traverser la Gaule, puis ensuite le territoire donc qui sera plus tard l'Espagne et le Portugal, pour ensuite finir leur course dans le nord de l'Afrique. Les Burgondes vont migrer aussi pour finir dans l'est de la Gaule, et les Francs vont migrer au nord de la Gaule. On voit ici sur cette carte pourquoi il y a la chute de l'Empire romain. Tout le côté occidental de l'Empire est envahi. À partir de ce moment-là, Rome ne peut plus garder sa puissance, et donc ça va être la chute de l'Empire romain en 476. Cette date est très importante puisqu'elle marque la fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge. D'autres invasions barbares vont avoir lieu. Cette fois au IXe siècle, au Xe siècle, c'est les invasions des Vikings. Pourquoi elle est importante notamment pour nous? Puisque les Vikings vont envahir notamment la région normande. Nous avons la chance d'avoir une grande tapisserie qui s'appelle la tapisserie de Bayeux, qui fait 70 mètres et qui nous montre, telle une bande dessinée, comment se passaient les invasions des Vikings. Les Vikings faisaient très peur. C'était des guerriers très efficaces, mais aussi impitoyables. Et surtout, les Vikings avaient pour eux leurs bateaux, les dracars. Les dracars à fond plat, bateaux à fond plat, ce qui fait qu'ils avaient un avantage considérable. Ils arrivaient de la mer, de la Manche ou de la mer du Nord, et ensuite ils pouvaient remonter grâce à ces bateaux à fond plat par les fleuves. Et notamment, ils vont essayer d'envahir la Normandie à plusieurs reprises en passant par la Seine. On voit ici les images donc très violentes, tous les guerriers se faisaient massacrer. Et ensuite, les Vikings assiégeaient les villes. Quand la population était affamée, ils se rendaient. Et là, la population devenait esclave. On prenait tout, la nourriture, les animaux qui étaient utiles. Et ensuite, on brûlait, puis on passait à une ville suivante.
Ces invasions ont eu lieu sous le règne des Carolingiens et c'est donc les chefs carolingiens qui vont repousser les Vikings et qui vont empêcher en fait les Vikings de s'installer dans cette région. Quels héritages avons-nous des barbares? Certains mots de vocabulaire, mais aussi des prénoms. Hugo, Charles, Louis. Louis, c'est intéressant puisque de très nombreux rois vont avoir ce nom-là, comme par exemple Louis IX, qu'on voit ici, ou Louis XVI. Nous allons garder des coutumes de ces peuples barbares, comme par exemple le fait que les hommes pouvaient avoir les cheveux longs, chez les Romains ils avaient les cheveux courts, mais aussi le fait de manger à table. Effectivement, les Romains mangeaient allongés sur des matelas, sur des canapés, des fauteuils. Et donc, les barbares vont nous amener ça, ainsi que le fait de manger de la soupe le soir. L'héritage que nous avons aussi des barbares, c'est l'art des bijoux. On voit ici un bijou wisigoth. Et il faut savoir que, actuellement, et depuis de nombreuses années, la France est connue mondialement pour sa joaillerie, notamment sa joaillerie de luxe. Nous avons gardé aussi cette coutume de l'héritage. C'est-à-dire que quand un chef barbare mourait, il léguait tous ses biens, tous ses territoires à ses enfants de manière identique. S'il avait 3 fils, le chef barbare laissait de la même manière des biens à ses 3 enfants. Eh bien, c'est toujours le cas maintenant. Quand une personne décède, ses biens sont légués à ses enfants et chaque enfant a la même part que l'autre. Nous avons hérité des barbares le nom de nos régions. Les Normands ont donné le nom à la Normandie, les Bretons à la Bretagne et les Burgondes à la Bourgogne. Comme nous l'avons vu, les Francs vont s'installer au nord de la Gaule. On voit ici. C'est un petit royaume jusqu'à l'avènement d'un chef qui va se faire couronner roi. C'est Clovis. Il sera baptisé et couronné roi en 496, baptisé à Reims. Et comme il est baptisé, il a bien sûr l'appui de l'Église et à partir de ce moment-là, il va agrandir de manière très conséquente le royaume, comme on peut le voir ici, le royaume franc en vert, qui s'est énormément agrandi. Clovis et la dynastie qui va fonder les Mérovingiens sont représentés comme ayant construit le premier royaume de France. Et Clovis est considéré comme étant le premier roi français. Qu'avons-nous gardé de Clovis et des Francs? Tout d'abord, le nom de notre pays, la France, et de sa population, les Français. Nous avons gardé une longue période de royauté. Effectivement, Clovis se fait couronner roi. Et pendant 1300 ans, la France sera une royauté, jusqu'en 1792 et la mort de Louis XVI. Clovis va amener aussi et en se faisant baptiser, cette alliance avec l'Église. Effectivement, à partir de Clovis, l'Église va devenir très puissante. Les rois de France seront considérés comme des chefs de ligne de la chrétienté et l'Église deviendra de plus en plus puissante dans la civilisation française. Je reviens sur cette petite carte pour vous expliquer pourquoi les Mérovingiens vont perdre tout leur pouvoir. Ils vont perdre leur pouvoir à cause de cette coutume de l'héritage. Effectivement, à sa mort, Clovis va léguer ses terres à ses 4 fils. Et donc, le royaume des Francs va être divisé en 4. Bien sûr, ses fils vont se battre pour récupérer la partie de l'autre. Et puis, ils vont donner eux-mêmes leur territoire à leurs fils, à leur mort, ce qui fait qu'au bout d'un moment, ce royaume des Francs va se devenir tout petit, en se scindant en minuscules parcelles avec des chefs qui se feront tout le temps la guerre, jusqu'à l'avènement des Carolingiens et notamment de leur grand roi Charlemagne. Charlemagne qui sera sacré en 800 à Reims par le pape. Il va tellement agrandir le territoire, comme on peut le voir ici, qu'on ne parlera plus de royaume, mais d'un empire.
L'empire de Charlemagne qu'on voit ici en vert est énorme et aura pour capitale Aix-la-Chapelle. Pourquoi Aix-la-Chapelle? Parce que Charlemagne voulait une ville qui faisait partie du territoire de base des Francs. Comme cet empire était immense, Charlemagne a compris qu'il ne pouvait pas la gérer tout seul. Il a donc donné le pouvoir à des comtes qu'on appelait des missi dominici, qu'il nommait, qui étaient des gens qui étaient des fidèles, qui étaient de ses fidèles, et il les envoyait dans les différentes régions de l'empire pour gérer avec lui l'empire. Les missi dominici devaient apporter les lois que mettait en place Charlemagne, ainsi que il devait gérer la justice selon les lois décrétées par Charlemagne. Les missi dominici vont prendre énormément de pouvoir, vont devenir de plus en plus importants et ça va être un grand problème après pour les Carolingiens. Charlemagne est aussi le premier roi chrétien à avoir rencontré de manière pacifique les princes musulmans. Il va s'intéresser énormément à cette culture et ce sera le premier roi qui fera ça. L'héritage que nous avons de Charlemagne. Nous avons tout d'abord l'organisation de l'État. Charlemagne envoyait des comtes partout dans la région, donc des missi dominici, mais surtout il s'entourait de conseillers qui lui permettaient de faire les meilleures lois et de gouverner au mieux son empire. C'est toujours le cas actuellement. Notre président est entouré de ministres, des ministres qui ont tous des spécialités, la justice, l'éducation, et qui lui permettent de mieux gouverner la France. Nous avons gardé cet esprit de territoire européen. Quand on regarde l'empire de Charlemagne, on voit que Charlemagne avait réuni plusieurs territoires européens, dont plusieurs feront partie, plus de 1000 ans plus tard, des pays fondateurs de l'Union européenne, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Benelux notamment. Enfin, l'école. La légende veut que Charlemagne ait inventé l'école. Et en fait, non. On en a fait des chansons et pourtant c'est une légende. L'école existait déjà sous le temps des Gallo-Romains. Mais il a vraiment encouragé l'Église à ouvrir beaucoup plus d'écoles pour apprendre aux hommes, bien sûr, de la haute société et à ses fidèles de lire et d'écrire afin de l'aider dans la gestion de l'Empire. Effectivement, il ne pouvait pas demander à des personnes qui savaient ni lire ni écrire, qui ne connaissaient pas aucune notion de géographie, de l'aider dans sa gestion de l'Empire. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Au revoir!